Donc le premier dossier, on a fait ensemble on a décortiqué les réflexes de lecture, donc on va passer directement aux réponses, puis je pense qu'on aura le temps de faire au moins le début du deuxième dossier, et à ce moment-là, vous ferez les réflexes de lecture pour vous entraîner. Alors, on vous demandait à l'issue de cet énoncé quels étaient les facteurs de risque de chute que présentait la patiente. Alors là, encore plus qu'ailleurs, on est en méthodologie, donc vraiment essayez de me lire les réponses comme si vous les écriviez pour un correcteur, hein, avec vos phrases, pas juste des je pense à ça, hein, parce qu'on est là aussi pour essayer de mettre les choses dans le bon ordre et compagnie. Alors si c'est pour me dire, ah oui, mais non, mais je ne l'aurais pas écrit comme ça, je ne peux pas le savoir. Hein. Donc, quels sont les facteurs de risque de chute que vous pouvez identifier dans cette observation ? Alors, les facteurs de risque en fait, que j'ai identifiés, je les ai classés en deux groupes, avec facteurs de risque intrinsèques et facteurs de risque extrinsèques. Donc, dans les facteurs de risque intrinsèques, j'ai mis des troubles, l'âge déjà de la patiente, élevé, les antécédents de chute, les troubles moteurs, troubles de la marche qui peuvent être engendrés par une maladie de Parkinson, les troubles sensoriels avec la cataracte qui est non traitée, les troubles psychiatriques avec la dépression et la iatrogénie avec la polymédication par neuroleptiques et antidépresseurs. Ils peuvent donner des troubles de la conscience et des somnolences. Et en extrinsèque, l'environnement inadapté avec un habitat qui n'est pas aménagé avec de nombreux obstacles. Voilà, c'est à peu près tout. D'accord. Alors, au niveau du fond, il y a quasiment tout. Il y a 2-3 petites choses qui manquent, mais enfin pas des choses. Enfin, il y a une chose un peu importante, puis d'autres qui sont un petit peu moins importantes, tu verras. Au niveau de la forme, c'est bien aussi de les avoir classés. C'est un grand classique. Hein. Sur la chute, le sujet âgé, il faut que vous arriviez à caser comme mot-clé quelque part les facteurs de risque intrinsèques, extrinsèques. Si on veut être vraiment très royaliste, encore plus que le roi, comme font les gériatres, ils divisent ça même encore en deux. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il y a les facteurs de risque et il y a les facteurs précipitants. Et c'est les facteurs précipitants qui sont classés en intrinsèque et en extrinsèque. C'est comme ça d'ailleurs que c'est mis aussi dans la prise en charge des sujets âgés, des chutes sur le sujet âgé sur les recommandations des sociétés AFSAPS et compagnie HAS. Donc les facteurs de risque, effectivement, c'est l'âge, comme tu l'as dit, avec le vieillissement. Alors, il y a l'âge, et puis il y a la phrase « l'âge avec le vieillissement des nombreuses fonctions physiologiques ». Alors c'est sûr, ça prend un peu plus de temps, je suis d'accord, mais au moins on comprend que ce n'est pas juste parce qu'elle est vieille. Parce qu'on comprend que quand elle est vieille, elle a aussi un certain nombre d'autres choses qui est atteinte, quoi. Les affections neurologiques, tu en as parlé effectivement, les problèmes de la marche. Alors normalement, c'est ça qui est un petit peu bizarre dans ce dossier, mais normalement un Parkinson qui évolue depuis 2 ans, c'est pas censé faire chuter. Alors, oui, il est traité depuis 2 ans, c'est vrai. Donc ça pourrait être, mais en général, on évite d'attendre d'arriver au stade des troubles de la marche pour traiter les Parkinson. Ils sont quand même assez invalidés par les tremblements ou les choses comme ça avant. Donc voilà, il est traité depuis 2 ans, donc on peut effectivement pas savoir depuis quand il évolue, mais enfin il évolue probablement de façon symptomatique et gênante depuis 2 ans. C'est même ça, c'est quand même précoce pour entraîner des chutes. Alors, il faut le mettre quand même, on est d'accord, et vous pouvez à ce moment-là mettre que c'est un syndrome de Parkinson, peut-être plus qu'une maladie de Parkinson. Peut-être qu'il faudra la réévaluer parce que c'est peut-être autre chose. Style Richardson, PSP, un truc comme ça. Donc bon, mais effectivement, mettez-le. La cataracte non opérée avec les déficiences visuelles et sensorielles, comme tu l'as dit, très bien. Il y a la dépression, éventuellement, qu'on peut inclure. Il y a quand même dans la dépression, on rappelle, la partie psychomotrice, et donc la partie motrice avec l'inhibition, et l'inhibition de la marche, donc c'est des choses à mettre. L'antécédent de chute, tu l'as dit, c'est très important. Et peut-être ici, ce que tu as oublié, qui était peut-être le truc un petit peu important, c'était la dénutrition. Alors, je rappelle que cette dame, elle a un BMI à 17. Si on le calcule, on sait qu'elle fait 44 kg pour 1m60. Et la dénutrition en soi, et avec les conséquences que ça entraîne sur le squelette, la musculature et compagnie, ça fait un facteur de risque de chute. Et puis après, vous avez les facteurs précipitants, c'est-à-dire qui, sur ce terrain, vont faire que ça peut précipiter la chute. Je vous rappelle, vous connaissez le modèle de Bouchon, de gériatrie, un modèle du 1 plus 2 pour 3. Donc là, on était sur la pente 1, et on va avoir les facteurs précipitants. On va se pointer sur la pente 2. Voire la pente 3, si on disait qu'elle avait des maladies comme le Parkinson qui pouvaient déjà accélérer les choses, en plus du vieillissement normal. Donc les facteurs précipitants intrinsèques et extrinsèques. Donc les extrinsèques, très bien, très simple, pièges domestiques, les tapis. En plus, on vous dit que c'est en prenant les pieds dans le tapis. Les obstacles au sol, conditions locales inappropriées, le sol ciré, les fils électriques, le chien qui dort au pied du lit, etc. Bon, très bien. Là, tout de suite, moi, ça m'évoque une chose. Au niveau thérapeutique, cette partie-là, ça te fait penser à quoi ?
Aménagement du domicile. Ouais, et ergothérapeute à la maison. Là, c'est vraiment l'indication de l'ergothérapie. Ok, et tout ce qui est intrinsèque. Alors, tu m'as parlé, je crois, du traitement psychotrope, non? Oui, traitement iatrogénie, psychotrope. ouais. Donc là, effectivement, quand on prend du Temesta, du Stilnox et du Prozac, ça fait peut-être un petit peu beaucoup quand on a 82 ans. D'accord, on a peut-être le droit d'être un petit peu déprimé, mais il y a peut-être autre chose à faire, et donc il va falloir vraiment se reposer la question d'une trithérapie psychotrope. On va rajouter à ça le Modopar, qui peut entraîner des effets secondaires, de troubles du rythme ou d'hypotension orthostatique. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'on disait que cette patiente prenait un traitement hypotenseur, puisqu'elle prenait un traitement anti-hypertenseur, on ne savait pas exactement par quoi. Enfin, il faut se méfier, ça peut souvent donner, a fortiori chez le sujet âgé, des hypotensions orthostatiques. Donc là, en gros, on a quand même réuni le cocktail explosif pour je me lève la nuit, je me prends les pieds dans le tapis parce que je ne vois pas bien parce que j'ai une cataracte. En plus, j'ai un traitement hypotenseur et j'ai pris beaucoup de Modopar parce que j'ai un Parkinson. Voilà. Donc tout y était, effectivement. Et puis alors, la hiérarchisation, c'est bien. Hein. On commence, on hiérarchise. On ne met pas tout en vrac. Tu comprends que quand tu mets facteur précipitant intrinsèque de point, facteur précipitant extrinsèque, on sait que tu as un peu mieux compris que juste mettre tout en liste. Ensuite, quelles sont les hypothèses diagnostiques possibles expliquant l'impotence du membre inférieur? Donc les hypothèses diagnostiques expliquant l'impotence fonctionnelle du membre inférieur sont en premier lieu une fracture cervicale vraie du col fémoral droit à type Garden 1 ou 2, fracture du massif trochanterien du fémur droit non déplacé, ou accessoirement une douleur musculaire de hanche droite, une douleur ligamentaire de hanche droite, un hématome ou une douleur projetée du genou droit. Très bien. C'est parfait. Tu avais le corrigé avant? Non, je plaisante. Non, c'est parfait. Alors c'est très très bien. Bon, les phrases y sont. Vous voyez, on ne rajoute pas des quantités de phrases astronomiques, mais ça fait une liaison, c'est un peu plus sympa à lire que des tirets. Tu as mis en premier, et en le soulignant en premier lieu, l'hypothèse numéro 1. Ça, c'est absolument nécessaire. Il n'est pas pensable que la fracture cervicale vraie, elle arrive en bas. Parce que je vous rappelle, 2 minutes, tout ça, vous en avez mis une tétrachier parce que vous avez vraiment peur de tout oublier, vous avez mis le ligament, le machin, vous avez parlé, pourquoi pas, de l'ostéonécrose septique. Enfin bref, vous avez tout mis. Et puis vous me dites, et je vais finir par le PAM. Sauf que le correcteur, moi je vous rappelle qu'il a peut-être déjà fini le paragraphe, il a sauté, il a dit, mais il écrit des conneries. Et il a sauté, il est à la question d'après, et il n'a pas lu votre fracture cervicale vraie. Il ne faut pas avoir d'état d'âme, ils ne reviennent pas dans la copie. Hein. Quand ils sont face à l'ordinateur et qu'ils se disent, fracture cervicale vraie, ça y était ou pas dans la copie, est-ce que je coche? Ils ne retournent pas voir, hein, vous rigolez quoi. Donc c'est là aussi où l'appréciation qu'il a sur votre copie et sur votre compréhension va jouer. Il va dire, ouais, c'était quand même une bonne copie, le mec il a compris ce dont il parle. C'est là où ça va se jouer dans la surnotation, parce qu'il va dire, ouais, moi il l'a mis, enfin, ou s'il l'a pas mis, c'est qu'il l'a oublié. Enfin, voilà. Par contre, si c'est un torchon et que vous n'avez rien compris, ou que vous vous contredisez vous-même entre la question 1 et la question 2, ouais, il va dire, non, c'est un gland, ce mec, je coche pas, ça n'y était pas, c'est pas possible. Il va vraiment pas retourner voir. Donc on met en 1 le premier, le plus évident, et effectivement, c'était la fracture cervicale vraie du fémur droit, côté, non déplacé, Garden 1 ou 2, très bien. Alors, si on a un petit peu de temps, on se met une petite phrase de justification, d'autant plus que c'est l'hypothèse principale. Donc, à la limite, si on ne vous le demande pas, vous n'allez pas justifier toutes les hypothèses, mais la principale, c'est quand même bien de justifier au moins celle-là. Ça montre au correcteur que vous l'avez mis en 1, pas parce que vous avez tiré au dé, mais parce que vous y croyez. D'accord? Donc, parce qu'il y a le terrain, on a expliqué avant le terrain, ostéoporose, et donc elle peut se casser le fémur, la survenue d'une chute de sa hauteur, la symptomatologie douloureuse de hanche, mais qui a permis la reprise de l'appui. Alors, on ne détaille pas trop parce que c'est aussi la question d'après, mais quand même. Et l'absence de déformation. Ensuite, la fracture du massif trochanterien, parfaitement d'accord. Non déplacé, alors, à ce moment-là? On précise non déplacé, parce qu'on dit d'accord, très bien. Et puis, après... les diagnostics différentiels, mais ils sont moins probables, tu l'as dit, musculaire, ligamentaire, douleur projetée du genou, très bien. Bon, ça me va très bien. Question 3. Une radiographie du bassin est réalisée et montre une fracture cervicale vraie. Tiens, ça tombe bien. Et si on a lu tout le dossier, il est absolument du coup absurde de ne pas mettre ça en premier dans la question 2. Mais je vous garantis qu'il y en a la moitié qui ne le feraient pas. Bon, vous, maintenant, vous savez. Vous le ferez. Mais... Et le correcteur, il s'attend à ce que vous l'ayez mis en premier, parce qu'en plus, il dit, oh là là, il est con, le mec qui a fait le dossier, il leur donne la réponse. Donc si en plus vous ne le mettez pas en premier... De quel type de fracture peut-il s'agir d'après les données cliniques? Alors, l'absence de déformation, la possibilité de marche sur quelques pas montre qu'il s'agit d'une fracture engrainée, stable et non déplacée, donc une fracture cervicale vraie de type Garden 1 ou 2.
D'accord. Non, mais parce que là, finalement... Alors, oui, c'est les deux réponses qu'on attendait, effectivement, mais il n'y en a pas une que tu mettrais plus que l'autre? Parce que de garde type... Là, en gros, au final... Là, alors, moi, les choses que je ferais dans ta réponse, c'est que déjà, j'inverserais l'ordre de la réponse. Je mettrais d'abord le garden 1 et 2 au début, et les explications après. C'est plus logique. Et puis, parce que là, en fait, quand on lit ton truc, on reste sur notre fin, on se dit, il y a une super explication, puis, bah, mince, merde, elle me laisse choisir. Le type Garden 1 ou 2, et bien alors c'est moi qui choisis. Parce que là, on vous dit quels sont les types, mais moi j'ai aussi répondu Garden 1 en premier et puis 2 après, je vais vous dire pourquoi. Mais peut-être que dans la grille de cotation, il n'y a que Garden 1 qui est mis. Et si tu lui laisses au correcteur la possibilité de dire Garden 1 ou 2, il va se dire qu'est-ce que je fais? Et là, c'était marqué quel type au pluriel, donc... Mais c'est pas pour, ça veut dire que oui, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas qu'un seul truc qui est coté. Ah bon? Ah bah bien sûr. Ça veut dire qu'on vous laisse l'opportunité d'en mettre 4, 5, 6, Garden 12 ou machin, mais peut-être que le seul truc qui voudra des points, c'est Garden 1. Bah, c'est sûr que je préfère la Garden 1. Ah bah voilà, donc faut la mettre en premier. Mais tu vas Bah, parler... j'ai mis en premier. Mais, tu m'as dit de type Garden 1 ou Garden ou 2. Bah, tu m'as pas dit de type Garden 2 ou 1, certes. Mais c'est un peu léger. Non mais on est là pour que ça soit parfait. Hein. Bien sûr que je savais que tu me parlais du Garden 1 plutôt que le 2. On est là pour que ce soit parfait. Si tu finis ta réponse en disant de type Garden 1 ou 2, s'il n'y a que Garden 1 qui est coté, tu laisses au correcteur le choix, il ne faut pas. Bah, je trouve que c'est quand même un peu vache de côté que Garden 1, mettons une question au pluriel. Je vous ai démontré, tout peut être vache. Ce qui serait vache, c'est l'inverse. C'est si on vous disait au singulier et qu'on attendait deux choses de vous. Là, on peut attendre de vous que vous en mettiez plusieurs, mais qu'il n'y ait que la première qui soit la plus probable et de loin la plus probable qui vaille des points. Non, moi, ça ne me choque pas. Si on dit quelles sont vos hypothèses diagnostiques et puis que vous allez vous creuser la tête pour en trouver deux, mais qu'il n'y en a qu'une qui prédomine, on peut mettre des points pour la principale. Non, ça c'est tout à fait possible. Donc une question avec un S, s'il n'y en a qu'un seul diagnostic qui nous vient à l'idée, on peut en mettre qu'un. Alors surtout, vous en mettez qu'un au lieu d'écrire une connerie. D'accord? C'est-à-dire que si vous dites, mais pourquoi ils en veulent plusieurs, ça ne peut être que ça. Bon, posez-vous quand même bien la question, soyez bien sûr, je vous l'ai dit, hein, 3 hypothèses. Donc posez-vous la question de savoir si vous n'allez pas vraiment en cherchant avec votre démarche diagnostique dans le bon ordre, hein, pas vos tiroirs que vous ouvrez, merde, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre en côté? Non, vous réfléchissez correctement. Vous n'allez pas me mettre que c'est une gastroentérite alors qu'on disait que c'était du dysentérique chronique, parce que c'est pas possible. Mais si vous n'en voyez pas d'autres, arrêtez-vous là. Hein. Plutôt d'écrire une énorme ânerie, hein, parce que alors ça, c'est harakiri. Hein. Non, vaut mieux à la limite, quelles sont les hypothèses, vous en mettez une, parce que vous n'en avez pas d'autres, que d'écrire un truc complètement absurde. Donc là, peut-être que les deux étaient cotés. Moi, dans la réponse, j'ai mis les deux. Mais il faut, comme le 1 en plus est le plus probable, qu'il apparaisse en numéro 1 et que vous ne laissiez pas au correcteur le choix. Ne lui laissez jamais le choix. C'est une endocardite ou un rétrécissement, un RA, enfin un rhumatisme articulaire. Bah non, c'est l'un ou l'autre, et si les deux sont possibles, vous ne laissez pas choisir. Donc voilà, moi la réponse que j'avais mise, c'était la radiographie montre une fracture cervicale vraie. Le plus probable est un type 1 selon la classification de Garden. C'est pareil, tu vas me dire que c'est du pinaillage, mais un Garden 1, si tu es corrigé par un psychiatre qui ne sait plus ce que c'est que la classification de Garden, écrire classification de Garden, c'est un peu plus joli. C'est-à-dire avec déplacement de la tête fémorale en coxa valga et engrainement de la tête fémorale. Là, moi, je pense qu'il faut dire ce que c'est qu'un Garden 1. En effet, la patiente ne présente pas de déformation en raccourcissement, abduction et rotation externe, typique des déplacements en coxa vara. De plus, il y a une certaine stabilité ayant permis la reprise temporaire de l'appui, ce qui est plus fréquent dans les types 1. Néanmoins, il pourrait s'agir d'un type 2. Là, on comprend bien qu'on a dit que c'est un 1, mais bon, quand vraiment vous voulez qu'on en mette plusieurs SKDS, on va vous mettre un 2, mais j'y crois pas. Ces fractures sans déplacement, donc là, ça pouvait coller, et sans orétalisation des travées osseuses, n'entraînent pas de déformation non plus, mais elles sont moins stables et évoluent souvent vers des types 3 lors de la reprise de l'appui. Et là, on a vraiment compris que, bah bon, si c'est un 2, d'accord, mais c'est quand même, je suis sûr que c'est un. Voilà, là, on comprend vraiment bien le truc. Donc, question 4. On vous donne un renseignement supplémentaire, on vous dit qu'on remarque l'existence d'une syphose dorsale importante, qu'actuellement elle n'a pas de douleur achinée, mais qu'elle se souvient avoir eu des épisodes douloureux antérieurs. Elle mesurait 1m68 il y a 10 ans, puis on vous dit qu'elle mesure 1m60. Et on interroge sur la raison de sa perte de taille. Je fais une parenthèse, dans un dossier d'internat, quand il est bien fait, mais quand même globalement ils sont bien faits, il y en a de temps en temps, effectivement je suis d'accord, c'est innommable, je me demande comment ça fait pour passer tous les soi-disant barrières de conseils scientifiques et d'experts, mais enfin le fait est que normalement c'est quand même relu et rien n'est laissé au hasard dans un dossier d'internat. Donc si, il faut devenir un tout petit peu parano quand même, et si on vous fait donc la liste si vous faites les réflexes de lecture, quand on vous a dit dans le dossier, là, on n'a pas dit tout à l'heure, mais 1m60, deux réflexes, premier, tiens, on parle de taille, où est-ce qu'il y a le poids, BMI, nutrition, tout ça.
Et deuxièmement, pourquoi on parle de la taille? Un truc, oh là là, fracture, ostéoporose, la taille, voilà. Et puis d'ailleurs, bon, ça vous le mettez dans un coin, puis quand 4 questions après, on vous parle d'1m68, ça s'allume tout de suite. D'accord? Alors, elle vous interroge sur les raisons de sa perte de taille. Que lui répondez-vous? Quels examens complémentaires demandez-vous? Donc je lui réponds en fait que c'est probablement une fracture vertébrale ostéoporotique, donc post-ménopausique, due à l'absence de traitement par THS, traitement substitutif. Donc une fracture, on dit fracture puis tassement, c'est ça, parce qu'il y a une perte de taille de la patiente de 8 cm. Le terrain ostéoporotique dû à l'âge, le sexe, c'est une femme, l'absence de traitement hormonal substitutif et les antécédents de fracture du poignet, donc probablement ostéoporotique aussi. Donc ça, c'est ce que je lui répondais. Alors, bon, on va s'arrêter. Effectivement, quand on vous pose une question un petit peu comme ça, un petit peu, allez, on fait près du patient, elle vous demande, on lui répond, tout ça, dites ça. Je lui réponds. Ou, que lui répondez-vous? Dites pas, tirez. Dites, je lui réponds, ou je lui explique, ou j'explique à la patiente, ou je l'informe. Tac, information à la patiente. Mais voilà. Mais c'est peut-être très bête, mais c'est là qu'il faut les caser, ces trucs-là. On vous demande que lui répondez-vous. Donc à la limite, c'est presque ouvrez les guillemets, et je lui réponds, ouvrez les guillemets, Bon, donc ça, tu l'avais bien fait. Donc effectivement, mais ça, après, c'est là aussi où le fait d'aller à l'hôpital va vous servir, c'est qu'il est important de... Vous savez communiquer déjà avec des patients, vous allez encore le faire et vous le ferez toute votre vie de médecin, mais on lui dit, écoutez madame, voilà, je pense que vous avez ça. Donc là, tu me l'as dit, des fractures vertébrales et d'origine ostéoporotique. Et puis quand l'autre bout, c'est quelqu'un d'un minimum intéressé, pas complètement neuneux, vous lui dites, voilà, je pense que vous avez ça parce que, vous voyez, et là, c'est les explications, tu me l'as dit. Vous vous souvenez, vous êtes déjà fracturé une autre localisation, enfin le fémur et je sais plus quoi, le poignet. Puis en plus, voilà, vous mangez pas beaucoup. Donc c'est là où on donne toutes les explications. Et là, tu les as citées, le terrain, la femme âgée aux multiples facteurs d'ostéoporose, le double antécédent de fracture ostéoporotique typique, la perte de taille, qui donc évoquait quand même une fracture. Ce qui était également en faveur de l'origine ostéoporotique, c'est que c'était asymptomatique. Elle disait qu'elle avait eu un épisode douloureux, mais point barre finalement, et ça c'est plus typique, si c'était quelque chose de secondaire ou d'inflammatoire, ça serait un petit peu plus parlant que ça. Et puis il y a une aggravation de la syphose dorsale physiologique, ça tu m'en as pas parlé. Rien n'est laissé au hasard, on vous dit qu'il existe une syphose dorsale importante, et ça va avec des tassements, bénins en plus. Donc, la question est de savoir si dans cette partie où sur la réponse entre guillemets, on lui dit voilà, on va vous faire des examens complémentaires du suivi, c'est ça? Oui. Et d'ailleurs, j'allais attendre de voir comment il répondait, parce que ce que tu dis est tout à fait vrai. Il faut lui expliquer qu'on va faire des examens complémentaires, que ça va nécessiter un traitement et compagnie. Tu as deux façons de le faire. Ou tu le mets là aussi, comme ça tu as fait le package que lui avez-vous dit, et puis après tu fais le package quels examens complémentaires faites-vous, qui pourrait être deux questions séparées. Mais finalement, tu vas te répéter. Tu vas dire je vais vous faire des examens complémentaires, et je fais les examens complémentaires. Alors la façon jolie de faire la liaison entre les deux, c'est moi, tu vois, j'ai ce que j'avais fait, pour ne pas répéter deux fois que je vais faire des examens complémentaires. Donc on explique à la patiente l'hypothèse des fractures vertébrales et la pertinence de la réalisation des examens complémentaires ci-dessous. 2 points, bon. Et en une phrase, tu as lié je lui explique et je fais des examens complémentaires. Mais oui, ça va être important aussi, comme on disait, information claire, loyale, appropriée. Effectivement, quand le patient il dit et alors, maintenant on fait quoi? Vous lui répondez maintenant je vais vous faire tel examen, je vais vous traiter. Donc c'est important de l'inclure. Là, on va réfléchir encore plus que ce qu'ont fait les correcteurs, mais ils ont dit pourquoi ils n'ont pas fait deux questions différentes, c'est probablement parce qu'ils voulaient qu'on mette ça de façon naturelle, et ça coule de façon naturelle. Je vous explique que vous avez ça, donc on va faire ça. Donc voilà, je vous explique que, donc on va faire ça, et puis voilà ce qu'on fait. Donc du coup, tu lui as expliqué que tu faisais quels examens complémentaires? Alors, je lui fais donc un bilan radiologique, je fais un rachis, radio du rachis cervical, dorsal et lombaire, de face et de profil. Oui. Une ostéodensitométrie. Parce qu'elle a plusieurs indications à la faire, donc l'incidence fracture périphérique, le poignet, la ménopause et le BMI, donc là qui est inférieur à 19. Absolument. Et un bilan biologique. Donc là j'ai fait un peu un bilan standard, mais enfin NFS plaquette, le ionoluré, la créate, le bilan hépatique, la VS, la CRP, la calcémie, la phosphorémie. Oui. J'ai dit une calciurie des 24 heures. Une phosphaturie aussi des 24 heures et une électrophorèse des protéines plasmatiques. Et après, j'avais mis en seconde intention la 25
Ouais, vitamine D3. hydroxyvitamine D3 et la PTH. D'accord. Alors, bon, pour les examens, c'est bien. Alors, moi, ce que j'ai trouvé quand même en lisant les références de rhumatologie et de gestion de l'ostéoporose sur le site de l'HAS, c'est qu'ils font pas le PP en première intention, parce que si tu as CRP, enfin, si tu n'as pas de syndrome inflammatoire, l'hypothèse de myélome et autres immunogammaglobulinémie, c'est un petit peu bof. Par contre, ils mettent en première intention le 25OH et la PTH. Voilà. Plus que la calciurie des 24 heures, parce que, encore une fois, si tout ça c'est normal, a priori, c'est qu'il n'y a pas de carence calcique. Oui, donc la question c'est, dans la question 6, on vous dit le résultat de l'électrophorèse protéinée normale, donc on le met dans la question 4, je dis OK. Il n'y est pas dans le corrigé, vous le rajouterez si vous voulez, parce qu'effectivement ça ne fait pas partie, moi je vous ai remis dans le corrigé le bilan de première intention décrit par la chaise, je vais vous donner la référence qui m'a servi à le faire, c'est recommandation HAS 2006, prévention, diagnostic, traitement, prise en charge de l'ostéoporose. Dans ces trucs-là, il n'y a pas le PP, maintenant on vous le donne la question après, donc ouais, OK, très bien. Tu m'as expliqué pourquoi tu faisais une ostéodensitométrie, c'est très bien. Effectivement, antécédente de fracture périphérique, une femme ménopausée prenant pas de THS BMI moins de 19, ça me va. Tu m'as pas expliqué pourquoi tu faisais des radios. Alors, je suis d'accord, hein, le jour J, probablement que tu auras mis radiographie de tort. Tu m'as pas dit qu'elles étaient standards. Ça pourrait être des radiographies avec injection, une myelographie, enfin bon. Du rachis cervico-dorso-lombaire de facette profil, donc là tu auras 5 sur 5, il n'y a pas de problème, mais le petit plus qui va faire que ta copie sortira radiolo et qui lui s'en souviendra le correcteur quand il viendra sur l'ordinateur, c'est de leur dire je les ai fait parce que à la recherche d'une fracture ou d'un tassement. Bah, la première, c'est que là, pour l'instant, tu m'as dit elle a des fractures vertébrales. Je ne sais pas d'où, je ne sais pas combien, je ne sais pas si elles sont adjacentes, pas adjacentes, si elles sont thoraciques, cervicales, je ne sais rien. Donc la première chose, c'est de faire la cartographie des lésions quand même. Et puis, sur la radio déjà, via notamment la localisation, d'essayer de voir si c'est bénin ou malin. Hein, si elle se fait un gros tassement T3, T4, T5, ça sent pas bon quand même. D'accord. Donc voir si c'est au-dessous de T7, au-dessus de T7, est-ce qu'elle a perdu l'isorie corticale comme le mur postérieur. Et puis, dernière chose, la radio, elle sert aussi à regarder, même si on va faire une ostéodensitométrie, c'est bien mieux, je suis d'accord, mais on l'aura probablement plus tardivement que la radio, l'os autour. A priori, il va être déminéralisé, mais bon. L'ostéodensitométrie, le paragraphe, c'était parfait. Et puis à la fin, les examens biologiques, très bien aussi. Éventuellement, toujours pareil, hein, d'une demi-phrase, me dire pourquoi on les fait. Hein, le PP pour exclure un myélome, le calcium, calciurie, phosphorémie, 25OHD3, parathormone pour explorer les carences vitaminiques, créate et urée et iono pour la clairance et l'hypothèse de la dystrophie rénale. Voilà. Très bien. La malade n'aime pas le lait et l'enquête alimentaire vous apprend que les seuls produits laitiers qu'elle consomme de façon journalière sont à midi un yaourt, le soir de petits suisses. Qu'est-ce qu'on s'en fout. Elle boit par ailleurs 1 ml de Volvic et pas de Lépar, hein, c'est vachement important. Bon, là je caricature cette question, mais parce que je vous garantis que quand ça s'est tombé, on a eu un retour des étudiants, mais on s'est dit mais c'est quoi ces trucs-là Alors il y en a qui c'était vous nous avez pas appris à calculer les concentrations de calcium contenues dans un yaourt. Et je leur ai dit, eh ben heureusement. Et puis il y en a d'autres, mais c'est inadmissible, c'est pas à savoir, c'est pas machin. Et je dis, ben vous avez raison. Hein, vous avez raison. Le fait est que, eh ben, si tu n'as même pas essayé de calculer, c'est exactement ce qu'il fallait faire, c'est que c'est du bon sens. Je vous en supplie, si vous tombez sur une connerie comme ça, et il y en aura dans une autre conférence de méthodologie, je vous montrerai la méthodologie sur qu'on fasse un dossier complètement improbable où on ne sait pas ce qu'il faut répondre. Du bon sens. Vous avez appris à raisonner, à faire la démarche diagnostique parce que vous êtes en fin de D4 et que je vous l'ai répété pendant tout au long de l'année, donc vous l'avez appris. Donc vous faites marcher votre tête. Et au lieu de vous dire « Merde, putain, c'est combien de calcium dans un petit suisse? Mais je l'ai lu au mois de décembre 2006 quand je révisais. » Non, on laisse tomber, c'est débile, vous n'en souviendrez pas, ou alors vous ne souviendrez pas de la bonne unité ou quoi ça. Vous réfléchissez. Est-ce que quand on a 80 ans, manger un yaourt de petit suisse et pas boire de lait, ça suffit? Alors qu'en plus, on s'est déjà pété 3 fois les os? Bien sûr que non. Parce que si ça suffisait, on ne se serait pas pété 3 fois les os. Donc la réponse, c'est bien évidemment, c'est pas suffisant. Et je suis sûr que de deux choses. Un, c'était pas coté la quantité de calcium qu'il y avait là-dedans. Et quand bien même il y aurait un psychopathe qui l'aurait coté, il y aurait 3 personnes sur les 8000 qui l'auraient su. Espèce de... Voilà, de toute façon, voilà. Mais de toute façon, ceux-là, ce que je vous dis, c'est ceux qui sont sur le... Voilà, 999 sur 1000, ceux-là, ils ne nous intéressent pas. D'accord? Donc, on ne s'énerve pas, et personne ne connaît la quantité de calcium d'un petit Suisse. C'est 60 mg, vous le dites. Mais, parce que j'ai cherché. Mais voilà, non, mais donc ça n'a aucun intérêt. Donc on ne panique pas, et on réfléchit, et on répond avec sa tête. Donc, c'est pas suffisant. Bah, je vais la faire, la réponse à celle-là. Tu feras la suivante, qui est bien plus difficile, bien fait pour toi. Donc, ça ne paraît pas suffisant. Effectivement, consommer peu de produits laitiers, ne pas boire de lait, tu mets, c'est bien inférieur aux recommandations de... Parce que ça, vous les connaissez, les recommandations, c'est 1 gramme par jour. Voilà. Qu'est-ce que vous risquez?
Qu'est-ce que vous risquez? Vous pensez vraiment que ça allait être plus avec un yaourt de petit Suisse et 3 fractures? Bien sûr que non. Donc vous collez ça. Le mec il dit ah ouais, il a réfléchi. Alors si jamais vous voulez vraiment être machin, on va faire un truc simple. Un yaourt égale un verre de lait égale 2 petits Suisses égale 150 mg. Mais honnêtement, si vous l'oubliez dès que vous sortez d'ici, ça ne me choquera pas. Mais je vous le dis parce que c'est à peu près ça. En gros. Les autres, alors bon, ça c'était à mon avis la réponse qui était du côté. Là j'ai vraiment fait de l'archi béton. La deuxième chose c'est qu'on me disait qu'elle prenait 1 ml de Volvic, donc comme je vous ai dit qu'on laissait jamais rien au hasard, bon bah il faut se demander si... Alors 1 ml déjà c'est pas beaucoup quand même. Et alors la Volvic fait partie des eaux très peu minéralisées, en tout cas qui ont peu de calcium, donc c'est 11 mg par litre. Donc avec 1 ml ça lui fait 5 mg supplémentaires, donc autant dire rien. D'accord? En plus, ça contient beaucoup de magnésium. Et alors ça, je vous le dis parce que ça peut être intéressant pour vous. C'est que le magnésium est absorbé de façon compétitive avec le calcium. Donc en plus, ça gêne. Déjà, le peu de calcium qu'elle boit, avec le magnésium de la Volvic, ça empêche de l'absorber. Donc voilà, on ne panique pas, on ne se focalise pas. Non mais parce que ça, ce genre d'exemple, c'est presque une fois par an. Il y avait eu exactement le même problème avec les dossiers de néoplasie endocrinienne multiple sur l'internat de l'année d'après, où on dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, on nous avait dit qu'il ne fallait pas la prendre et machin. Le diagnostic d'un insulinome, on ne panique pas. Bien sûr qu'un insulinome, c'est pas au programme, mais le fait est qu'on a demandé aux étudiants quand même le diagnostic de l'insulinome. On ne panique pas. Insulinome, insuline, je dose l'insuline. Insulinome, insuline, pancréas, je fais une imagerie du pancréas. Voilà, basta, c'est déplié. Sauf que si on paniquait en disant machin, j'essaie de me souvenir, j'ouvre tous mes tiroirs pour savoir est-ce que c'est rangé, on n'avançait pas. Donc cette patiente ne quitte pratiquement plus son domicile car la marche devient difficile depuis qu'elle a une maladie de Parkinson. Plus en plus bizarre cette maladie de Parkinson. Les résultats des explorations biologiques sont les suivants, etc. Quel diagnostic portez-vous? Quel traitement préconisez-vous pour corriger ces anomalies? Donc devant ce tableau, on évoque une ostéoporose post-ménococcique compliquée d'une carence vitamino-calcique. Post-ménopausique. Voilà, donc ça c'est pour ça qu'il faut se relire. Hein. Non mais j'ai noté ménopausique, c'est sans liaison. Ouais. Post-ménopausique compliquée d'une carence vitamino-calcique à l'origine d'une hyperparathyroïdie secondaire chez une patiente âgée dénutrie avec de nombreux facteurs de risque de chute. Ah bien. Ostéoporose post-ménopausique. Je te coupe juste un instant parce que oui, tu as écrit post-ménopausique et pas post-ménococcique. Des fois, et surtout dans l'internat où avec les concours blancs, en fait, ça passe même plus par là, ça va directement dans la main, la réponse, on écrit ça aussi. Mais c'est vrai. Hein. Et si on se relit pas... alors ça fait beaucoup rire le correcteur, moi je me suis tapé des belles barres de rire, mais en pratique ça fait rire, mais c'est tout quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut se relire. Mais je savais que tu le savais. Ok, donc le diagnostic il est nickel, il y a tout. Hein, il y a une partie syndromique, la partie de la maladie, la partie les facteurs de le terrain, etc. Ok. Justification. Donc, ostéoporose post-ménopausique devant le terrain, une femme âgée, ménopausée, sans traitement hormonal substitutif, dénutrie, avec des antécédents de fracture. Très bien. Compliqué d'une carence vitamino-calcique devant diminution de la 25-OH vitamine D3, diminution des apports calciques et diminution de la calciurie, à l'origine d'une hyperparathyroïdie secondaire devant les PTH augmentés. Comment est la calcémie? De 10, c'est normal? Il faut voir la corriger. Ah bah oui, mais si on vous donne l'albumine, c'est pas pour faire joli, c'est pour le mettre dans la réponse. C'est sûr. Hein. C'est sûr que là on attendait que vous ayez l'albumine, la calcémie corrigée était à 2,3. Ok, donc en rajoutant que la calcémie corrigée est à 2,3, donc normocalcémique, mais on n'est pas étonné parce qu'il y a une hyperparathyroïdie secondaire. C'est parfait pour la première partie. Juste une petite remarque, pourquoi elle a une 25-OH vitamine D3 basse? Voilà, donc pourquoi elle a une 25-OH vitamine D3 basse? Parce qu'elle ne sort pas de chez elle, mais ça à la limite, c'est parce que surtout elle n'est pas exposée au soleil. Si elle faisait passer son temps à faire la lumière du jour, ça ne l'aurait pas. Donc effectivement, faible exposition solaire. Les mesures thérapeutiques. Donc, prise en charge pluridisciplinaire en ambulatoire, donc des règles hygiéno-diététiques avec une alimentation équilibrée riche en calcium, une hydratation per-os abondante, une supplémentation en vitamine D3 et en calcium per-os, un sevrage alcoolo-tabagique, une activité physique adaptée à l'âge, prise en charge de l'ostéoporose par biphosphonate per-os, prise en charge de la maladie de Parkinson avec adaptation thérapeutique du Modopar, kinésithérapie à type de prévention des chutes, réadaptation de la marche, prise en charge de l'hypertension artérielle avec réadaptation thérapeutique, vérifier le risque d'hypotension artérielle, lutte contre l'isolement, aide à domicile, adaptation du domicile, prise en charge de la cataracte, prévoir un pose d'implant intraoculaire à distance et allègement de la polymédication. Alors, tout y est. Ça démarre très bien et ça finit un peu fourre-tout. Non mais... C'est des mesures non médicamenteuses à la fin. Alors on a l'impression que c'est des mesures où tu n'as pas su les foutre et je les mets toutes à la fin.
Mais il y a pourtant, non mais c'est bien, tout y a, mais il y a une façon de les... Parce qu'en fait, tu vois, moi, je les ai écrits d'une certaine façon, puis en fait, quand tu as fait ça, comme ça. Bon, alors, les mesures thérapeutiques sont... Donc, il y a la prise en charge de l'ostéoporose, ça, tout le monde va y penser, à ne pas intriquer avec la prise en charge des chutes. Hein, donc ça, c'est important de le dire. Général. Parce que, par exemple, je te donne un exemple. Bon, alors, maintenir une activité physique, au besoin, en luttant contre le syndrome post-chute. Ça, si tu avais oublié de le dire, on l'avait mis dans le réflexe de lecture de demi-feuille, syndrome post-chute. C'est là qu'il faut le coller. Il faut lui prendre en charge le syndrome post-chute, ou le syndrome de glissement, ce que vous voulez. En mettant en place, si nécessaire, des aides à domicile. D'accord ? Exposition solaire, on en a parlé. Parce que, alors on peut donner de la vitamine, mais on peut aussi lui dire, mettez-vous sur votre balcon, quoi. Ok, éviction des facteurs de risque, des facteurs prédisposants, allègement du traitement médicamenteux psychotrope, antihypertenseur, mode Dopar, ergothérapie, piège domestique, habitat, voilà. Ok. Donc là, tu vois, on a hygiéno-diététique, maintien d'une alimentation équilibrée, et là, moi, j'inclus ce que tu m'as mis à la fin avec le portage des repas, l'aide à domicile, je peux le mettre là. Maintien d'une alimentation équilibrée, avec si besoin, portage des repas à domicile. C'est un peu logique. Alimentation riche en calcium, ça tu me l'as dit, supplémentation en vitamines, tu m'as pas dit les doses de supplémentation, ça, je pense que ça, faut le savoir quand même. Combien de calcium par jour ? 1 gramme. Et combien de vitamine D ? 800 unités. Ça tombe bien, il y a un truc qui s'appelle le casside D3, c'est un sachet, c'est 1 gramme et 880 unités dans un sachet. C'est cool. Ok, éviter les prises d'alcool pour le tabagisme, tu me l'as dit. Et enfin, les mesures médicales, prise en charge de la cataracte, par exemple par phacoémulsification, machin chouette, et puis prise en charge de l'ostéoporose. Alors là, effectivement, tu as foncé d'emblée au bisphosphonate, c'est effectivement ce qu'on aurait choisi, je pense, en première intention. Moi, j'ai un peu plus détaillé, mais c'est pour vous aussi, hein, pour vous rappeler le traitement de l'ostéoporose tel qu'il est mis dans les recommandations. Et en expliquant les mesures associées au biphosphonate. Alors là, c'est une réponse qui est comme ça, donc je pense qu'effectivement, ça ne sert à rien de les détailler parce qu'il y aura beaucoup d'autres choses qui seront cotées. Si par contre, on vous demandait quel était le traitement médiceux que de l'ostéoporose que vous mettez en place, là, on réduit à on donne des biphosphonates, et là, je pense que du coup, dire que ça se donne à jeun le matin, machin de ça, là, je pense que ça peut prendre son importance. Dans une question qui est déjà énorme, peut-être pas. Et ben voilà. Donc c'était très bien. Et voilà, je pense que même les mesures non médicamenteuses, elles peuvent s'insérer dans un ordre logique, le portage des repas, tout ça. L'ergothérapie, l'assistance à l'infirmière qui vient donner les médicaments ou qui vient t'aider à sortir, la personne, tout ça, par exemple, dans la prise en charge des chutes. Et